Chers amis, merci d'être venus aussi nombreux, bravant la canicule récurrente et la pandémie basculante, on va dire. Nous avons choisi ce lieu pour vous recevoir. Il est ouvert de chaque côté, mais aussi couvert. Ce qui nous oblige, avec les nouvelles dispositions depuis hier, à vous demander de porter le masque pour vous et pour nous. Donc, sauf quand on s'adressera à vous, bien évidemment, nous le poserons. Mais la prudence étant la mère des vertus, nous resterons prudents. Voilà. Nous sommes des amateurs passionnés, mais on a eu relativement peu de temps avec ce qui s'est passé pour pouvoir répéter. Ne soyez donc pas surpris qu'au milieu de vous traîne un écran. Il nous sert de prompteur. C'est Gino qui est caché là-bas qui officie au prompteur, le prompteur. Ensuite, vous avez Norma qui est conteuse et chanteuse. Vous aurez l'occasion d'apprécier ces différents talents. Claude qui est à la guitare, qui est écrivain et qui sera le cousin de Baptiste dans notre histoire. Ensuite, Joël, donc c'est un autre cousin. On va voir qu'il s'agit d'une question d'héritage. Voilà, il a bien la tenue, vous verrez, c'est super. Robert, le patriarche, qui se reconnaît facilement et que tout le monde connaît ici. Chantal est mon épouse dans la vie comme dans cette histoire. René, donc mon épouse sera Marie. René, je cherche René, voilà, René sera Mathéa, la voisine. On avait prévu un certain ordre et puis voilà. C'est des lois de la physique, le désordre s'installe rapidement. Ouais. Voilà. Et enfin Marie-Claude qui est là et qui sera l'autre conteuse, puisque cette histoire, alors ça s'appelle la division en héritage, comme vous avez pu avoir l'occasion de le voir. C'est parti d'une nouvelle que nous avons créée donc, avec Claude, Michel Bouchy qui est en recherche d'une autre histoire et grand-père et qui s'occupe de ses petits-enfants en ce moment en Haute-Corse et qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui mais qui le regrette. Donc à trois, on a créé une nouvelle sur l'indivision, les petits soucis que ça peut représenter. Entre janvier et puis le fin mai, début juin, en utilisant les outils d'aujourd'hui en fait, pour pouvoir continuer à travailler malgré la pandémie et le fait que nos déplacements ont été restreints. Alors, c'était dans le cadre d'un atelier d'écriture, dans le cadre de l'association qui nous reçoit aujourd'hui et dont nous sommes pour la plupart membres, l'association culturelle et sportive de la Rive-Sud du golfe d'Ajaccio. Alors, au terme de fructueuses rencontres, on a réussi à monter toute cette histoire. On l'a beaucoup rétréci, en fait 80 pages, on est passé à 18 pour réussir à ce que ça tienne en 1 heure à peu près. Déjà, je suis un petit peu long, mais bon, on va faire vite. Et l'idée, mais ça y est, c'est en cours, c'est que la nouvelle soit publiée chez Edilivre, qu'elle soit disponible pour tous. Alors l'intrigue, à la disparition du patriarche, Robert, il a fait fortune à Saint-Domingue, aux colonies, comme ça se faisait beaucoup entre 1840, on va dire, et puis la fin, on va dire, même un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, avec des hauts et des bas, bien sûr. Il a souhaité, pour des questions purement philosophiques qui avaient cours à l'époque, que tous ces biens, qui étaient fort nombreux, restent dans l'indivision. Et donc à son décès, les choses vont se compliquer. Premier acte, l'héritage. De Paris à Ajaccio, nous allons voyager et rejoindre un village, le nommé Mérou.
Cette histoire débute le 20 février 1913 à la prison de la Santé, où Albert Bourgeon est gardien-chef. Cette fonction lui permettait alors d'exercer une surveillance étroite des courriers des détenus. Ce jour-là, une lettre l'intrigue. L'un de ses pensionnaires, dont le prénom est Jean, qui se dit innocent lorsqu'il le visite, informe son épouse d'un parloir insolite. Un dénommé Baptiste, venu en solitaire d'un bien petit village de la Corse lointaine. Écoutons Jean, récemment incarcéré dans cette prison de la Santé, nous lire sa lettre. Ma douce Marie, tes lettres sont ma lumière au fond de mon cachot, et j'ai tant de plaisir à te relire. Ajaccio puis Paris, 3 années déjà que je survis, enfermé. Sois forte. Pour toi, bien sûr, mais aussi pour nos fils. Tu les élèves si bien, je suis si fier de toi. De tout ce que tu fais pour eux, mais aussi pour moi. Grâce à toi, tous les cousins de Paris sont déjà venus me voir. Mais je t'annonce une nouvelle, très surprenante. J'ai eu la visite de Baptiste, oui, le cousin Baptiste. Il brave à la tempête de ce mois de janvier, une semaine de voyage. Je lui ai demandé de t'aider à venir me rejoindre, avec Marcello, notre dernier. Tu me manques trop. Tu retrouveras vite ici un poste d'institutrice, tant en est grande la pénurie. Enfin, je veux te dire, nous ne retournerons pas à Méroulis. Ce n'est plus notre village. Quelqu'un là-bas sait la vérité. L'assassin, pour sûr, mais aussi les témoins. Au village, il y en a toujours eu. Tout ce que nous avons fait pour eux, toi et moi, et aucun ne parle pour me sauver. C'est ici, à Paris, que nous referons notre vie. À bientôt de te lire, et surtout de te revoir. Enfin, ton époux. De la raison de la venue de Baptiste, le prisonnier ne parlera pas. Hors de question de briser l'omerta. Pourtant, les preuves contre lui sont si légères. La raison semble dire qu'il n'a pas pu faire ça. Voici l'annonce du verdict du 12 mars 1911. À la question, l'accusé Jean Tavoni est-il coupable de l'assassinat de son cousin, Dominique Leoni? La réponse est oui. À la question, l'accusé a-t-il des circonstances atténuantes? La réponse est oui. L'accusé est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Le verdict est tombé. Comme le couperet de l'échafaud, il ne revient jamais en arrière. Il tranche, il mutile. Et tout cela, pourquoi? Pour bien nous éclairer, retournons au passé. C'est là qu'il faut fouiller, là où tout a commencé. Il fallut pour cela retrouver bien des écrits, recueillir plus encore de récits. Remontons donc les années. Jean-Baptiste Leoni, le patriarche, nous parle de sa vie d'émigré loin de Méroulis. Ah, mes amis, quelle histoire! En 1847, je pars pour Saint-Domingue. Je ne sais trop si j'étais assez doué, mais au bout de 10 ans, j'étais déjà bien aisé. Suffisamment pour qu'au pays aussi, j'agrandisse mes terres. La guerre de 70 et ses milliers de morts de mes compatriotes a modifié le sort. Toutes ces terres en friche qui sont de vrais trésors. Pour de modiques sommes, j'en fais argent qui dort. Tout se passe très bien, car mes 4 neveux me craignent. Jean,
de mes constructions surveille les travaux. Dominique, éternel assoiffé, prend soin de mes cépages. Baptiste, l'éleveur, agrandit mes troupeaux. Toussaint est prometteur, et même un peu volage. Je l'ai mis à Paris, où il y fait son droit. Oh, il finira notaire ou bien grand avocat. Ici, à Saint-Domingue, 30 ans se sont passés. Mes terres sont assez grandes et produisent des richesses pourvu qu'il y ait entente. Je fais alors le lien avec ce que met en œuvre mon ami philanthrope. Il s'agit de Gaudin, qui fit fortune en créant des poêles en fonte. Il défend le partage et la communauté. Ici, à mes gens d'ici, je donnerai mes terres d'ici. Et à Mérouli, pour mes neveux, ce sera l'indivis, puisque depuis 1801, Mio offre ce privilège à ma seule terre natale. L'indivision est comme l'amour d'une mère. Chacun en a sa part et tous l'ont en entier, disait Victor Hugo. Le temps passe et en 87, excusez-moi, j'entrevois le bonheur. Jean est amoureux, cela me rend heureux. Il m'invite à leurs noces. Allez, je plaque tout. Je vais faire offrande à mon ami Gaudin de tous mes biens en banque. Pour ses familistères, il a grande demande. Et pour moi, au village, j'ai tout ce qu'il me faut. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Le 14 avril 1888, Jean et Marie s'unissent devant Dieu et devant les hommes. Comme il est de coutume, tout le village était invité, oncles et tantes, une nuée de cousins des villages voisins, tous étaient venus. Puis, tous avaient empli l'église, où les cantiques résonnaient plus qu'à l'ordinaire. Jean et Marie prononcèrent le serment de l'époque à l'église. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. La fête battait son plein sur la place du village et le vieil oncle Léonie jubilait. Tout ce chemin parcouru depuis son départ, sa famille était pauvre comme toutes celles d'ici, et le voici possédant la plupart des terres, les meilleures vignes, la plus belle bâtisse. Trouvé plus fier que M. Jean-Baptiste Léon, rentrant des colonies, ivre de réussite sociale, était à cette heure voué à l'échec. Pourtant, à quelques mètres de lui, trop éloigné pour qu'il puisse en saisir les paroles, ses neveux parlent à voix basse. Baptiste et Toussaint font face à Dominique. Alors maintenant, Jean et Marie occupent toute la maison, vous trouvez ça normal? Écoute, moi ça me gêne pas, la maison elle fait partie de l'indivision. Ils sont responsables, ils vont l'entretenir comme si c'était la leur, mais sauf qu'elle fait partie de l'indivision. C'est comme toi, Doumé. La vigne, c'est toi qui t'en occupes. Le vin qu'on boit aujourd'hui, c'est grâce à toi. Eh ben voilà, ben, c'est pas plus compliqué que ça, l'indivision, c'est comme ça que ça marche. Eh bien moi, je vous le dis, quand le vieux aura cassé sa pipe, tout cela va changer. Mais qu'est-ce qui va changer? Mais rien va changer, enfin. Oh, toi le maquignon, cela va bien. Tu es le premier à magouiller pour vendre des bestiaux. Alors, tu vas pas me faire la leçon.
Arrête de t'exciter comme ça, il va t'écouter, il va t'entendre. Je m'en fous, j'en ai marre. Le d'être vieux Léon un vient de mandat. se lever. Il tourne la tête vers les musiciens et fait un geste que tout le monde a compris. Les mandolines se sont tues. Les danseurs ont rejoint leur siège. Mes enfants, mes amis, je profite du fait que notre belle famille soit ici au complet pour faire une déclaration. Une déclaration qui me tient particulièrement à cœur. Oh, je sais ce que l'avenir me réserve. Et pendant que je suis en forme, je veux vous dire quelque chose de très important. Voilà. Le destin m'a fait rencontrer des hommes de grand savoir, des humanistes défendant des idées nouvelles qui apportent bonheur et harmonie à leur peuple. J'en suis imprégné. Mon ami Godin m'a convaincu qu'un monde idéal est possible si l'on a la sagesse de garder en commun et de faire fructifier le bien ancestral. Je traduis le sage Hugo. Le tout appartient à chacun, chacun possède le tout. Ainsi, à vous mes neveux, je le dis fermement, je ne ferai pas de testament. Mes paroles d'aujourd'hui, que chacun entend parfaitement, suffiront. Notre patrimoine est commun, il est indivis, il appartient à nous tous. Aucun d'entre nous ne peut se dire propriétaire d'une quelconque partie. C'est cela l'indivision. Allez, en avant la musique. Si ballava, si cantava con Maria e con tanti più a nota suonia. Nella casa di Marina una zitta e la ridia, nuova già contà. In pescadoria sera subito tutta terra ci venia da ascoltare un marone, quando in luccica passione. Nella casa di Marina sono scappati 20 anni di Maria e zittere soffugite rondinelle, non si vede più un fiore né lampione di colore, pare tutto sia morto e l'umor tu, giusto più che contarici, i nostri passi di marici, o erano stati morto e l'ugor tu, e poi piagne il mio cuore, nella casa di Marina, e pur voltato in eranza, una notte avevamo in speranza, e l'ombra di un passato era sempre all'ugurato, cercando stati della ghiottonia. Chi ballava, chi cantava, e poi di lui chi mamava, ma in mano chi aveva, tutto è morto, tutto è spanto, e bello morto, la casa di Marina. Ogni tanto mi venne in cuore Maria, e mi porta a ballà, ma ricordo seratini come un fiore titellino che cerca il cuore con tanto mi facesse sempre cantare quando si in testa quanto e guarda sorella di Maria chi fuculava e mi scimia nella casetta di Marina fuculava e mi scimia nella casetta di Marina. Amarore tristezza, a vita è corta e un tempo un'aspetta, e un tempo un'aspetta. Lasciata canta amarore tristezza, venna a ballà, via usta la vesta. Quando tu parli come in breve l'età, tutto ognuno s'arrizza e si mette a ballare, tutto ognuno s'arrizza e si mette a ballare.
squillante di lui. Batte a vesta o piace ancora fiumi, ne trema l'aria e a terra di nu, si infiara l'ora quando tu balli tu, quando tu balli tu mi preme l'età, con il nuda rizza si mette a ballare, con il nuda rizza e si mette a ballare. Quando tu balli tu mi preme l'età, con il nuda rizza si mette a ballare, faccia tua vaga te e tu puoi guidare. Acte 2, le temps du drame de l'Indivision. Le 25 juillet 1889, c'est la fête de la Saint-Jacques, le saint patron du village de Mérou. Une chance cette fête de la Saint-Jacques qui permet aux jeunes filles de se mettre en beauté une fois dans l'année. Aucune d'entre elles n'aurait ignoré cette opportunité. Marie contourna l'église à la recherche de Jean et marqua un temps d'arrêt en apercevant Dominique venant à sa rencontre. Elle vit dans sa démarche hésitante l'agressivité d'un homme enivré et pour tenter de l'amadouer, lui sourit gentiment. Oh, attends. Bonjour Dominique, tu n'aurais pas vu Jean par hasard? Oh, attends, pas si vite, tu es pressé. Laisse-moi te regarder. Dis donc, on dirait que ça te réussit le mariage. Dominique, ne sois pas ridicule, laisse-moi passer. Bien sûr, princesse. Marie n'a pas anticipé le geste de Dominique et s'est retrouvée plaquée au mur de l'église, des mains sur sa poitrine et une bouche avinée dans son cou. Cette agression n'a duré qu'une seconde. Marie court déjà à grandes enjambées vers le podium. Elle s'affale sur la première chaise qu'elle voit et laisse éclater sa colère dans de gros sanglots qu'elle tente d'étouffer de ses mains jointes. C'est là que Jean la retrouve. Il comprend par bribes la vérité, tout en essayant de la rassurer. Dominique est toujours là, assis sur le muret du ruisseau, tête penchée, le regard moqueur, quand Jean s'approche de lui, énervé. Mais tu es malade, mon pauvre. Il faut te faire soigner. Tu es complètement saoul, c'est pas possible. Viens, approche. C'est moi qui vais te soigner. Imbécile. Tu es saoul. Tu tiens à peine debout. Je te préviens, si tu t'en prends à Marie encore une seule fois, c'est à mon fusil que tu auras affaire. Je vais te crever la peau, espèce de salaud. Le hasard est ainsi. Maréchal, le jeune gendarme, passait à cet instant. Il n'entendit que les menaces de mort que Jean venait de prononcer et s'en prit directement à lui. Oh là, monsieur. Menace de mort sur la place publique? J'ai le regret de vous dire que je me dois de faire un rapport. Allez, nom, prénom et profession. Jean eut beau tenter d'expliquer l'agression que venait de subir Marie. Sa décision, sa volonté de porter plainte, le gendarme prétendit qu'il ne pouvait pas mentionner l'agression, puisqu'il ne l'avait pas vue. Par contre, les menaces, oui.
Il convoqua Jean à la brigade de Cruciata pour le lendemain. Et dès le lendemain, à la gendarmerie du chef-lieu, le calvaire de Jean allait commencer. Le gendarme maréchal avait établi un rapport l'accusant de menaces de mort sur la voie publique à l'encontre de son cousin et transformait l'agression dont avait été victime Marie en plaisanterie d'homme un peu éméché. Jean refusa de signer la déposition. Jean-Baptiste Léoni, le 15 avril 1900, décède brusquement, sans héritier direct et sans testament. Et qu'arriva-t-il quand il vint à passer? Les cousins s'échappèrent jusqu'au drame final. Oui, 20 ans tout juste après l'altercation entre Dominique et Jean, le 14 avril 1910, c'est l'affrontement fatal entre les cousins Baptiste et Dominique. Ce matin, dissimulé derrière un chêne centenaire, Baptiste retenait son souffle. Sur le chemin muletier de Ricotto, Dominique Léoni marchait tête baissée, une main sur son chapeau pour résister au vent. À son épaule, son fusil qui ne le quittait jamais. Baptiste le laissa progresser encore, puis, pour l'affronter de face, bondit par-dessus le buisson qui bordait le chemin. Oh, tu vas pas tirer sur ton cousin! C'est pas ce qui me retient, hein? C'est ça, tire, si tu veux finir en prison. Tu veux quoi? Je veux te parler. Parler de la vigne encore? Mais baisse ton fusil, je suis pas un sanglier. Oui, je veux te parler de la vigne, l'indivision, tu sais bien. Tout le monde est d'accord pour ça. Il n'y a que toi qui résiste. Tout le monde, mais je m'en fous. Moi, ce que je sais, c'est que je m'en occupe depuis. Je suis tout petit. La vigne avec mon père déjà. Et avec lui, notre grand-père. Arrête de m'emmerder avec ça. On est d'accord sur ce point, Dominique. Mais écoute, il faut qu'on trouve une solution. Il faut absolument que tu acceptes. Et d'ailleurs, on a quelque chose à te dire. Avec les autres, on a réfléchi, on pense à tout ça. Et je vais te dire quelque chose d'important. La clôture que tu as déplacée pour agrandir ta vigne, encore une fois, à la Camparuti, sur mes terres, moi. Eh bien, ta clôture, elle est par terre. Et ne t'avise pas à la remettre. J'irai les voir, les autres, un à un. Et aucun n'osera l'ouvrir. Même ton grand con de fils, il va la fermer. Ça, je te le garantis. Ce seront ses derniers mots. Il a enjambé le corps de Baptiste, a rajusté son fusil et a disparu dans le sous-bois. Juste avant l'instant fatal, il paraît qu'il y a ça. On ressent l'oppression inconnue qui bloque les côtes. L'odeur de l'air, soudain, nauséabonde. La vision d'un monde irréel qui vous happe. Et Dominique a compris le danger. Il a parfaitement identifié le claquement sec du canon qu'on referme avant d'épauler, mais les muscles de son corps se sont tétanisés dans le bruit assourdissant de la déflagration. Le coup est parti dans son dos et l'a violemment projeté en avant comme pour le pousser à poursuivre son chemin. Son fusil est tombé le premier. Il s'est affalé dessus. Quand Baptiste reprend conscience, il devine Don Louis, son fils unique, près de lui. Il se relève avec peine, s'appuie sur son épaule, attend de se sentir assez fort pour marcher droit. Deux silhouettes mal assurées descendent maintenant le chemin de Ricotto. Le lendemain matin, Jean apprend la nouvelle du drame. Jean, tu es là? Oh, Mathéa, qu'est-ce qui se passe de si bonne heure? Tu vas m'apprendre une mauvaise nouvelle, hein, je le sens. Tu la connais pas, la nouvelle? Mais non, comment le saurais-je? C'est une mauvaise nouvelle. La mort d'un homme n'est jamais une bonne nouvelle.
La mort d'un homme et de qui? De chez nous? Eh oui, de chez Dis-moi. nous, ton cousin, Dominique. Non, Dominique, c'est pas possible. Il faudrait un train pour l'abattre. Et tu sais bien qu'on n'en aura jamais à Méroulis. Ne plaisante pas, c'est sérieux. Il a été tué d'un coup de fusil dans le dos. Oh, les lâches! Non, Tu sais c'est rien? pas possible. T'es sûr que tu sais rien? Non, si tu me l'apprends, comment le saurais-je? Je le jure, Eh oui! les gendarmes vont venir. Ils vont venir ici, chez moi? Oui, parce que du côté de Ricotte, c'est le gamin Picat qui a trouvé le corps. Et le gendarme l'a ramené. L'enquête va commencer. Eh, je suppose qu'ils visitent tout le monde, toutes les maisons. Oui, mais tu sais qu'il leur faut un coupable. En quoi je serais intéressé dans cette affaire, moi? Les gendarmes, ils connaissent toutes vos histoires d'indivision. Et ils savent même les menaces de la Saint-Jacques 89. Tu te souviens quand Dominique il avait agressé Marie? Je me souviens, tu te souviens aussi, cette brute, c'est lui qui avait agressé Marie. Je n'ai fait que la défendre, j'ai sauvé son honneur. Je ne vois pas en quoi je serais impliqué. Dans l'indivision, je ne suis pas tout seul, on est 4 cousins, donc pourquoi ça tomberait sur moi? Il leur faut un coupable. Tu veux dire que vraiment, j'ai compris. Mettre mon honneur en cause. J'en ai peur. Je vais les voir. Et tout de suite. C'est pas possible ça. On me menace. Non, c'est impossible. J'y vais. Bon, il faut prévenir Marie. Tu y vas. Je te laisse. Jean ne connaît pas les rouages de la justice. L'enquête des gendarmes sera menée du 15 avril au 15 juillet 1910, sans grande conviction. Il frappe aux portes, cherche vainement, car personne ne parle. Jean, à la fin de l'instruction, sera déclaré coupable présumé, confondu principalement par les menaces de mort qu'il avait proférées devant un témoin assermenté à l'encontre de son cousin Dominique. Malheureusement, comme presque tous ceux du village, son fusil acceptait les cartouches ayant tué Dominique. Pour la maréchaussée, le coupable était trouvé. Le lendemain, il était emmené à la prison d'Ajaccio en attente de son procès sans avoir pu embrasser sa famille. Le samedi suivant, Marie, déterminée, entreprend le voyage vers Ajaccio. 60 km aller-retour, 2 dures journées à traverser. Car malgré l'amélioration des moyens de transport, le voyage est long et fatigant. Son collègue instituteur l'accompagnera en cabriolet à cheval jusqu'à Coutiat, où elle prendra une diligence jusqu'au croisement avec la route nationale 196. Là, elle attendra avec d'autres voyageurs le service de transport en autobus qui apporte gain de temps et confort, appréciable malgré les horaires encore approximatifs. Elle sera en ville à midi. Son parloir est fixé à 15 heures. Merci Marie d'être venue si vite. J'ai tant besoin de te voir. Je ne comprends pas ce qui nous arrive. As-tu des nouvelles de ton côté? Hélas, non. Tout ça est fou. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Faut tenir, Marie. Sois forte. La vérité va éclater. Je n'ai rien à faire dans toute cette histoire. Mais toi, comment peux-tu tenir? Une semaine déjà. Tu peux dormir? On parle. Quelle honte. Tu sais, je vais tenir. On me traite pas mal ici. Moi, c'est à vous que je pense. À toi et à Marcello. Quelle honte cette histoire pour toute notre famille. Mais comment ces choses-là peuvent arriver, mon Mais Jean, tu ne te doutes pas?
Moi, j'ai bien peur de le deviner. Des conflits de famille, à cause des héritages qui ne se font pas. Ça court les rues, Jean. Ça entretient des jalousies, des brouilles pendant des générations, des crimes. Ça tombe sur nous, parce que l'oncle, avec sa grandeur d'âme, a voulu cette utopie d'indivision. Et Marie, pourtant, c'est une belle cause. Ça unit les gens, ça les rend solidaires, voyons. Même, on peut dire que ça augmente les fortunes de chacun, on contribue à un but commun, c'est exaltant. Voyons ensemble, on est plus fort. Puis, je ne peux m'écarter de cette philosophie. Oui, Jean, d'accord, sur la philosophie, mais c'est de la théorie, ça ne marche pas à la lettre, surtout pas avec des gens comme Dominique. On n'aurait pas dû suivre les idées de l'oncle à son décès. Je regrette de ne pas t'avoir parlé des Simeoni. Eux, ils n'ont pas fait l'erreur. Le père a fait un partage de son vivant, devant notaire, en accord avec les 5 enfants. Personne n'a trouvé à redire. Et à sa mort, tout était réglé. La famille est restée unie. Ne regrette rien. Je n'aurais jamais cru ce qui nous est arrivé. Et laissons l'oncle de côté, hors de cela, si tu veux. Il faut réagir, préparer ma défense, trouver des appuis au village d'abord, chercher des indices, des indices qui permettraient de comprendre ce qui s'est passé. C'est possible, non? Oui, Jean, oui. Je te promets de tout mettre en œuvre pour ça. Je ferai du porte-à-porte. Je poserai des questions. Je vais déranger tout le monde, les voisins, le maire, le curé, tout le monde. On va trouver Jean, il le faut. L'incarcération est une épreuve terrible. Jean a tout encaissé avec force et dignité. Il reste habité par une certitude. Son innocence va éclater au grand jour. La justice ne peut pas se méprendre à ce point, puisqu'il n'est pour rien dans la mort de Dominique. Il lui faut juste être patient. Mais les jours passent, les semaines, les mois, toujours rien de nouveau. Une forteresse dont les murs sont faits de promesses. C'est là que dorment les amants, cachés de tout, cachés du temps. Et quand leurs lèvres se rejoignent, c'est tout l'univers qui s'éloigne. Autour, le silence est parfait, comme un instant d'éternité. Tourne le temps, tout autour des amants. L'amour est une forteresse dont les murs sont faits de tendresse, aussi fin qu'un papier de soie, mais qui ne se déchire pas. La peau et la peau qui se touchent, les mots qui naissent sur la bouche, disent tout bas comme un secret, qu'on peut tout prendre et tout donner. Tourne le temps, tout autour des amants. Tourne le temps, tout autour des amants. L'amour est une forteresse qu'il faut réinventer sans cesse. Pour qui oublie de la rêver, elle disparaît à tout jamais. Si devant vous des amants passent, quoi qu'ils se disent ou quoi qu'ils fassent, ne vous posez pas de questions. L'amour a toujours ses raisons. Tourne le temps, tout autour des amants. Tourne le temps, tout autour des amants.
années plus tard, le 7 août 1912, malade, Jean est transféré à Paris, à la prison de la Santé. C'est là que 6 mois plus tard, le 30 janvier 1913, son cousin Baptiste lui rend visite. Bonjour, mon pauvre Jean. Oh Baptiste, que se passe-t-il? Je suis si surpris de ta visite. Tu as fait cet éprouvant voyage 1 semaine pour moi seul. Qu'as-tu de si important à me dire? Mais d'abord, merci mon cousin. Jean, je suis désolé de toute cette histoire. Ce malheur. Mais comment ces choses peuvent arriver? Eh bien, d'après Marie, il ne faut pas chercher loin. Ça se jouerait au sein de notre famille. Une histoire d'indivision. L'oncle, qui a décidé de ne pas partager entre nous les 4 cousins, pourtant ses seuls héritiers. Je sais pas si c'est ça. Tu sais, peut-être aussi un mari ou un fiancé jaloux, trahi, il a tellement couru, Doumé, par-ci, par-là. Tu sais, ça serait pas étonnant, non? C'est vrai, aussi ceux qui ont des raisons de lui en vouloir, je le sais bien, sont pas rares. J'en sais quelque chose. Mais au fait, toi, Baptiste, sur l'indivision, en vérité, dis-le-moi franchement, tu en penses quoi? Bah écoute, pour être sincère, depuis la mort de l'oncle, il y a 15 ans, il y a eu des évolutions. Avant, personne, à part Doumé, personne ne trouvait à redire. Mais aujourd'hui, moi, je préférerais que les choses elles soient plus claires. Oui, Jean, un partage équitable, une part pour chacun, devant le père. Ben, ça serait la solution. Voilà, c'est mon avis. Merci pour ta franchise, mon cousin. Mais j'avoue que maintenant, en voyant les dégâts, je m'interroge moi aussi. Je suis si faible. Mais dis-moi, c'est pour me dire cela que tu es venu de si loin. Une lettre aurait suffi, je t'aurais répondu. Il y a suffisamment dans l'individu, tu le sais bien. Protège Marie, trouve-lui un bel appartement à Paris, et je te laisse tout le reste. Et justement, je me fais du souci pour Marie, tu sais. Elle remue ciel et terre à Mérouille pour trouver des explications. Et les gens, ils sont dérangés. Je sais que quand ils parlent d'elle, c'est pas toujours avec gentillesse. La question, à mon avis, elle se posera bientôt. Pourra-t-elle vraiment rester au village? Ah, tu fais bien de m'en parler. Je veux la faire venir au plus vite à Paris avec Marcello. Ce serait un tel réconfort de les avoir près de moi. 4 mois déjà, tu te rends pas compte? Mais si, justement. Je te propose d'organiser leur voyage. Trouver un beau logement, une école pour une institutrice, ça doit pas être très compliqué. Je m'en chargerai volontiers. Ah, merci Baptiste. C'est un grand service que tu me rendrais là. Mais je t'en prie, Jean. Bientôt. Le 22 août 1914, le fils de Baptiste, Don Louis, est l'une des 27 000 victimes françaises de la journée la plus noire d'entre toutes. Il s'était enrôlé, la guerre était vorace, et il mourut bien vite. Mais il avait pris soin de laisser une lettre. Il y expliquait son geste, sa honte de savoir Jean à subir le sort que lui seul méritait. Voici la lettre. La guerre est déclarée.
Cela ne me réjouit pas, mais je vais être mobilisée pour servir la France. Me battre pour mon pays, défendre les opprimés, combattre l'injustice. Mourir pour une grande et juste cause ne me fait pas peur. Si cela devait arriver, je serais peut-être la veille du déshonneur qui est le mien et que je combats depuis ce maudit jour d'avril 1910, où j'ai voulu défendre mon père. La mort d'un homme, même détestable, est toujours un drame. Mais quand à cause de cela, un innocent est en prison, ce n'est pas supportable. Pourtant j'ai supporté chaque jour ce poids que ma conscience, par la promesse faite à mon père, m'imposait et que ma lâcheté a fait taire. En écrivant ces mots, en révélant la vérité, je sens que le chemin de la rédemption m'est offert. Jean Tavogne est victime d'une erreur judiciaire. Le procès n'a pas été équitable. On a instruit à charge sans preuve aucune. J'étais persuadée que l'absence de preuves jouerait en sa faveur, mais les jurés ont été abusés. Jean Tavogne est innocent. C'est moi, Don Louis Capo, fils de Baptiste, qui ai tué mon oncle Dominique Leoni. Mon père sait tout cela, mais il n'a pas voulu que je me livre. Il avait perdu son épouse, ma mère, à ma naissance. Il ne voulait pas me perdre aussi. Don Louis. Le 4 septembre 1914, Baptiste Capo se précipite à Ajaccio et embarque le 5, direction la Santé. Le 9, il obtient un parloir avec son cousin. Bonjour Baptiste, tu Bonjour, as demandé à me revoir? Oui, voilà. Je viens te demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Mais voyons, que se passe-t-il? Revenir si vite? Don Louis, mon fils, il est mort à la guerre. Cette boucherie. Alors je ne peux plus garder le secret. Don Louis, à la guerre? Si jeune? Mais de quel secret parles-tu? Oui, il a été mobilisé et il est mort à son premier assaut. Alors je te dois la vérité, Jean. C'est Don Louis. C'est mon fils qui a tué Doumé. Comment? Tu m'as laissé accuser? Ah, mais si tu savais comme je m'en veux, je te demande pardon, Jean. Je voulais pas qu'il soit emprisonné, tu comprends? Je n'ai que lui. J'aurais pas supporté. Il voulait aller se livrer, mais je l'en ai empêché. C'est ma faute. M'envoyer en prison, risquer ma vie, tu le sais cela. Mais je ne comprends pas comment est-ce arrivé. Mais tout ça, c'est de ma faute, comme je te l'ai dit. J'étais allé voir cette brute de Dominique pour qu'il arrête de déplacer ma clôture. Il prend mes pâturages pour agrandir sa vigne. Et alors? Ben alors, tu connais Dominique? Avant même que je lui parle des clôtures, déjà il s'est emporté. Et alors? Eh ben, il est devenu tellement mauvais que moi, mon sang n'a fait qu'un tour. Et je le dis de colère que sa clôture de vigne était par terre. Et alors? C'était même pas vrai en plus. Je voulais essayer d'arranger tout de suite. Et alors? Eh ben, il m'a frappé avec la crosse de son fusil, je suis tombé, j'ai perdu connaissance. Et alors? Dis-moi, je ne vois pas le rapport. Mais si, mais... Don Louis, par exemple, il était avec moi, évidemment. Je ne comprends toujours pas comment cela est possible. Eh ben, écoute, c'est simple. Hein, moi, quand j'ai repris connaissance, j'ai compris que... parce que Don Louis était à mes côtés, il pleurait. Bon, moi, j'ai compris ce qui avait pu se passer et j'ai pensé qu'il fallait partir de là le plus vite possible. Et avec un peu de chance, personne ne nous aurait vus et on est rentré.
Je lui ai fait jurer de garder le secret, de ne rien dire à personne. Mais comment as-tu pu me faire cela? As-tu vu la cabane à l'entrée? La guillotine? L'échafaud que l'on dresse ici assez souvent? Mais je sais tout ça, mais... Qu'est-ce que tu veux? C'était... Ce qui s'est passé, je t'explique ce qui s'est passé. J'ai mal géré, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je n'y peux plus rien maintenant, c'est fait. Le malheur est arrivé, voilà. Comment veux-tu? Don Louis, c'est mon seul enfant. Comment j'en ai morte en lui donnant la vie. J'allais pas... Je pouvais pas. Ah non, c'est pas vrai. Comment as-tu osé? Tu sais, quand j'ai vu qu'il t'arrêtait, j'étais désespéré. Je t'assure. Mais je pouvais pas livrer Don Louis. Donne-moi ton pardon, Jean. Ah non, ça a te pardonné. Ah non, maintenant, cela m'est impossible. J'étais persuadé, moi, que les gendarmes ne chercheraient pas plus loin. Il y a tant de morts chez nous et bien peu de coupables. Ce chef est une vermine. Il lui fallait un coupable. Et les jurés, enfin, c'est bien la première fois qu'ils condamnent sans avoir de preuves. Quand je suis venu te voir la première fois, je ne pouvais pas te dire la vérité. Je me sentais tellement mal. Et puis Marie et tous ses amis qui commençaient à prendre parti pour toi, ça devenait dangereux. Ils allaient peut-être réussir à retourner la situation. Auprès des gens du village, tout est possible. Qui sait, même des soupçons sur moi. Et surtout sur Don Louis, peut-être qu'elle allait sortir. Et c'est pour ça que tu m'as aidé à faire venir Marie à Paris? Mais oui, c'est pour cela, oui. Pardon, Jean, pardon. Mais au fait, pourquoi me le dis-tu maintenant? Je pourrais encore te faire enfermer, t'envoyer en prison pour complicité, peut-être même pour meurtre. Don Louis est mort, Jean. Il a laissé une lettre, il a tout expliqué. Elle sera publiée dans le journal de la Corse. Je veux t'aider à retrouver ton honneur, tu comprends? Moi aussi je parlerai aux gendarmes. J'ai pas peur d'être à ta place. Je suis le seul coupable. J'ai protégé mon fils pour sauver son honneur. Mais je me rends compte que j'ai perdu le mien. Enfin, je vais pouvoir faire reconnaître mon innocence. Le 15 septembre 1914, Maître Felucci, notaire à Ajaccio, transmet au quotidien Journal de la Corse la lettre aveu de Don Louis. L'évidence était là. Un père avait protégé son fils unique, et laissé pour cela son cousin en prison. Les faits semblaient si puissants. Le père lui-même avait avoué. Mais cela ne suffit pas. 3 longues années pour tenter d'obtenir la révision du procès. Cela fut impossible. Les aveux d'un coupable, même mort au combat, ne comptaient pas pour la justice. L'élément nouveau de la lettre de Don Louis qui s'accuse du meurtre serait déterminant si Don Louis pouvait être interrogé. Mais malheureusement, les circonstances ne le permettaient pas. L'aveu d'un mort est fortement suspecté. Le président de la République possède un pouvoir régalien, le droit de grâce. Il n'a pas à se justifier et peut commuer la peine en une autre peine ou en liberté. Dans tous les cas, le procès reste valide et le non-lieu n'est pas accordé. Pas question non plus d'indemnisation et officiellement, Jean restera l'assassin. La liberté a quelquefois un goût d'inachevé
mais elle permet de pouvoir s'expliquer. Pour obtenir l'oreille du président, il fallut, non sans effort, appliquer l'opinion, à Ajaccio d'abord, puis dans toute la Corse. Le combat était dans ses moindres détails relayé par le journal de la Corse. Malgré les bruits de la guerre, la foule fut de plus en plus forte chaque dimanche après-midi devant la préfecture. En 1917, enfin, le bien nommé journal L'Opinion, la référence nationale, finit par prendre le relais de ce dur mais exaltant combat. Et dès lors, les verrous se levèrent. Le 13 février 1918, Raymond Poincaré, 2 ans avant son départ de la présidence, signe la grâce de Jean. Aujourd'hui, aux côtés de Marie, Jean se bat sans merci pour que l'indivision cesse en son pays. Pourtant, en 2020, cela dure encore. Esperanza, Esperanza, solo sabes bailar el cha-cha-cha. Esperanza, Esperanza, solo sabes bailar el cha-cha-cha. Te conocí y te enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó al conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón. De ahora valen los abriles que he vivido, sin de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo aparenta muchas veces y la que es buena no lo parece. Ay, qué pena me da, Esperanza, por Dios, tan graciosa, pero no eres buena. Ay, qué pena me da, Esperanza, por Dios, tan graciosa, corazón. Esperanza, Esperanza, solo sabes bailar el cha-cha-cha. Esperanza, Esperanza, solo sabes bailar el cha-cha-cha. Y ahora valen los amores que he vivido, sin de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo aparenta muchas veces y la que es buena no lo parece. Esperanza, por Dios, tan graciosa, tú no eres buena. Ay, qué pena me da, Esperanza, por Dios, tan graciosa, su corazón. Esperanza, Esperanza, solo sabes bailar el cha-cha-cha. Esperanza, Esperanza, solo sabes bailar el cha-cha-cha. Esperanza, Esperanza, solo sabes bailar el cha-cha-cha. Splendi la primavera, la madurisa in fiori e de plugiu d'amori, prima aiuta in fiara. La c'è di zobulandu, fandu iso di spuzzeri, di quanti cosi belli, chi mi danni a sogna. Se maritata rosa, Liseta e Sabena ed è il suo cupeda, mi vuole marita ed è il suo cupeda, mi vuole marita. Fra tanti vedi masci, chi passa strada, ma con chi abbada, lu palazzo d'un destro.
lacrimi e peni, mi si struggi la mia vita, un po' su campacità, mi voglio maritare. Se maritata rosa, visita e sapera, e te mi soccupeda, mi voglio maritare, e te mi soccupeda, mi voglio maritare. Una mattina sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato rimasto partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, se non muoio partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, mi devi seppellirai quel fiore. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellirai la sua montagna sotto all'ombra di un bel fiore. Bella gente che passerà, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente che passerà mi dirà oh che bel fiore.